Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur l'Empire romain. Donc, la dernière fois, je vous avais demandé de mener une petite enquête sur les origines de Rome, sur la façon dont cette cité est apparue. Une cité qui, vous l'avez vu avec une carte, va devenir un immense empire. Donc la question qu'on se posait, c'est quelles sont les origines de Rome? Et je vous avais proposé de mener une enquête, un petit peu comme un journaliste ou un policier, un enquêteur, pour savoir quelle est l'origine de cette cité, ce qu'on pouvait en retenir, et surtout si ces indices vous paraissaient fiables ou non. Donc on va commencer par reprendre ce que vous aviez à faire, ce sera comme une sorte de correction à écouter, et puis ensuite on ira un petit peu plus loin. Donc je vous demande d'être bien attentif, puis vous aurez comme d'habitude un petit quiz de connaissances à faire, et aussi une étude de documents. Alors, en étudiant la version des Romains, en interrogeant les Romains eux-mêmes sur ce qu'ils savent des origines de leur cité, normalement vous avez dû retenir ceci. Rome aurait été fondée par des jumeaux appelés Romulus et Rémus. Ces jumeaux abandonnés à leur naissance auraient été élevés, recueillis par une louve. On voit sur ce relief les deux enfants en train de téter la louve. Les deux enfants, ce ne seraient pas n'importe qui, ce seraient les descendants d'une très longue lignée de personnages extraordinaires. Leur mère serait la fille d'un roi qui aurait été séduite par le dieu de la guerre, Mars. Donc leur père serait le dieu de la guerre. Leur grand-père, un roi, et dans leurs lointains ancêtres, eh bien, il y aurait un héros de la ville de Troie. Vous vous rappelez, la guerre de Troie, c'est une grande épopée grecque, dans laquelle interviennent des héros comme Achille par exemple, ou Ulysse. Eh bien, un de leurs ancêtres, ce serait un héros de la guerre de Troie, qui lui-même serait le descendant de la déesse de l'amour, Vénus. Donc, si on récapitule, ces jumeaux Romulus et Rémus, eh bien, ils ont été élevés par une louve, ils ont pour ancêtre le dieu de la guerre, la déesse de la beauté, des rois, des reines et des héros grecs. Quand même un CV assez intéressant. Et Tite-Live raconte l'histoire de la fondation de Rome en elle-même. Les deux jumeaux décident d'un site pour leur cité, ils tracent le contour de la cité, et puis comme ils sont jumeaux, ils ne savent pas qui va être le roi de la cité de Rome, puisqu'ils sont nés en même temps, il n'y a pas d'aîné, et donc ils cherchent des signes des dieux en regardant les oiseaux dans le ciel. Le problème, c'est qu'il y en a un qui voit les oiseaux en premier, et il y en a un qui voit plus d'oiseaux que l'autre. Et ils se battent. Finalement, Rémus est tué par son frère Romulus, qui devient le fondateur de Rome, Rome venant de Romulus. Voilà. Ça, c'est ce que nous raconte Tite-Live. Quelles sont les origines de Rome? Selon la légende, Rome aurait été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par Romulus et Rémus, des personnages extraordinaires, élevés par une louve et descendants de rois, de dieux et de héros. Je vous avais demandé si vous trouviez ces indices et ces témoignages fiables. Et eh bien, on peut avoir quand même pas mal de doutes. Pourquoi on peut avoir des doutes sur cette histoire? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des histoires absolument extraordinaires, légendaires. On a des dieux, des animaux qui élèvent des humains, des héros, des situations absolument incroyables. Donc déjà, c'est un peu douteux. Voilà, donc je vous rappelle, hein, les dieux, la louve, etc., tout ça, ce sont des choses d'ordre de la légende et pas de l'ordre de la réalité. En plus, autre élément où on peut être un petit peu critique, c'est que tous ces témoignages et ces œuvres d'art, elles ont été faites à une certaine époque. Tite-Live, il écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les sculptures datent du 1er siècle et du 3e siècle. Or, l'histoire qui est racontée est censée se passer à cet endroit-là de la frise, au 8e siècle avant Jésus-Christ, alors que les témoignages, eux,
eh bien, ils sont beaucoup plus tardifs, plusieurs siècles après. Alors, Tite-Live qui écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, comment sait-il ce qui s'est passé dans l'année 753 avant Jésus-Christ? Bon, ça paraît assez douteux aussi. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qui sont douteuses. C'est le côté extraordinaire, les dates qui ne collent pas, voilà. Et puis aussi, eh bien, quand on va chercher d'autres indices, on se rend compte que ça colle pas du tout avec la légende. Et ce qui est intéressant, c'est que Tite-Live lui-même, l'historien qui a écrit cette histoire, eh bien lui aussi, il a des doutes, en fait. Dans la préface de son livre, la préface, c'est un petit texte qu'on écrit avant pour présenter son travail. Dans la préface, il écrit ceci. Je vais vous le lire. Les doutes de Tite-Live sur l'histoire de la fondation de Rome. La fondation de Rome est embellie par les fictions de la poésie, plutôt qu'appuyée sur le témoignage de l'histoire. On pardonne à l'Antiquité cette intervention de Dieu dans les choses humaines, qui donne à la naissance des villes un caractère plus noble. S'il est permis à un peuple de rendre son origine plus sacrée en la rapportant aux dieux, c'est au peuple romain. Et quand il veut faire du dieu Mars le père fondateur de Rome et le sien, sa gloire est assez grande pour que l'univers l'accepte, comme il a accepté sa domination. Alors c'est très intéressant, en fait, on se rend compte que Tite-Live lui-même ne pense pas que l'histoire de Romulus et Rémus soit la réalité. Il utilise pour cela un vocabulaire particulier. Il dit que l'histoire a été embellie, rendue plus belle par la fiction. La fiction, c'est ce qui est inventé. La poésie, alors pas poésie forcément qui rime, mais c'est-à-dire par la littérature, par l'art, plutôt qu'être vraiment de la réalité. Voilà. Et il explique pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Pourquoi est-ce qu'on a envie de penser que le dieu Mars est le père fondateur de Rome? Eh bien parce que ça donne un caractère plus noble à la ville, parce que ça la rend plus sacrée, parce que sa gloire est plus forte. Voilà. Et il le dit très bien, pour qu'une ville dise nous sommes des descendants de personnages extraordinaires, de dieux, etc., eh bien il faut que cette ville elle soit puissante. Et justement, le moment où le mythe a été inventé, c'est au moment où, eh bien justement, Rome est extrêmement puissante puisqu'elle est devenue un immense empire. Je vous remets la carte. Au IIe siècle, Rome domine un espace gigantesque qui correspond à l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors pourquoi à ce moment-là les Romains se racontent qu'ils sont les descendants de jumeaux enfants de rois, élevés par une louve, descendants du dieu Mars et de la déesse Vénus et d'un héros de la guerre de Troie? Tout simplement parce que c'est plutôt cool, tout simplement. C'est assez valorisant de se dire que la cité a été fondée par des personnages comme ça. Et comme c'est un moment où Rome est très puissante, eh bien elle s'invente une histoire pour son origine qui la met en avant. Et c'est intéressant de voir ce qu'ils choisissent. Pas n'importe quel dieu, le dieu de la guerre et la déesse de la beauté, de l'amour. Donc un peu les deux qualités. Pourquoi est-ce qu'ils prennent un héros de la guerre de Troie? Eh bien parce qu'en fait les Romains sont très influencés par la culture grecque. Et là aussi, c'est assez classe d'avoir un ancêtre qui aurait participé à la guerre de Troie. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'il faut faire la différence entre ce que va raconter un peuple sur ses origines et sur ce qui est la réalité. Ici, on a un récit légendaire avec des personnages extraordinaires et cette histoire cherche à donner du sens, à expliquer une origine. C'est la définition d'un mythe. Vous vous rappelez les mythes grecs, on en a déjà parlé. Et ça, c'est pas de l'histoire, c'est un mythe. Qu'est-ce qui est de l'histoire par contre? Comment savoir comment la cité a été réellement créée? Eh bien, faisons appel à l'archéologie. L'archéologie permet de trouver des traces, des indices matériels, des choses concrètes. Donc, on va voir ce qu'on trouve sur le site de Rome qui date de l'époque où elle est censée avoir été fondée, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ. Que
trouve-t-on comme vestiges archéologiques datant de cette période? On trouve par exemple ceci, des trous dans le sol, voilà, une fondation de maison avec des trous dans le sol, des morceaux de poterie. Donc, on a la preuve que le site de Rome était bien habité au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on peut reconstituer la forme des maisons, puisque ces trous, ce sont des trous de poteaux en bois qui se trouvaient là. Alors, on n'a plus les poteaux qui se sont dégradés, mais on a les trous, donc on peut arriver à estimer la forme de la maison. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a bien des habitants à Rome, mais ce sont des cabanes, c'est un village. On estime que ce sont des villages de bergers, parce qu'on a aussi trouvé des ossements de moutons et quelques ustensiles. Donc à ce moment-là, Rome n'est pas une grande cité puissante créée par deux jumeaux extraordinaires, mais un village de bergers. On ne trouve des monuments plus importants, des vrais monuments d'une cité, d'une ville, que plus tard. On retrouve ces monuments-là à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc 2 siècles plus tard. Alors par exemple, j'en ai mis deux cas, on retrouve un canal souterrain, une sorte d'égout, qui a été construit vers 580 avant Jésus-Christ. S'il y a un égout, c'est un système d'évacuation de l'eau, c'est qu'on a une ville quand même assez importante. Une muraille, ça c'est le signe de la cité antique, il faut qu'il y ait une muraille pour la protéger. Vous vous rappelez, il y avait ça à Our, il y avait ça à Athènes, dans les autres cités grecques. Donc cette muraille, elle a aussi été construite au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on récapitule, au 8e siècle avant Jésus-Christ, pas de ville. Au 6e siècle, là on a une véritable ville, une véritable cité. Alors c'est résumé sur cette carte ici. Vous avez un plan de Rome vers 600 avant Jésus-Christ. On voit le site, hein, c'est une ville qui a été créée le long du Tibre, qui est un fleuve italien, sur cette colline, vous voyez les noms en rose, cette colline qui surplombe une plaine. Alors, qu'est-ce qu'ont retrouvé les archéologues? Eh bien, les traces des premières cabanes, ce sont les petits ronds sur la colline du Palatin, ici. Voilà. Première cabane. On a également retrouvé des villages de bergers un petit peu plus récents. Voilà. Et pour le 8e siècle, c'est tout. Par contre, au 6e siècle, on a une muraille qui entoure la cité, de grands édifices, c'est-à-dire des monuments. On a un temple, par exemple. On a un cirque. Alors, c'est pas le cirque comme on peut le trouver aujourd'hui, hein, avec les animaux du cirque, les clowns, etc. Le cirque, c'est en fait un endroit où on va voir des courses de chevaux, des courses de chars. On a aussi un forum qui est l'équivalent de l'agora chez les Grecs, c'est-à-dire un endroit où on se rassemble pour aller au marché, pour se rencontrer, pour discuter, etc. Et puis on a un égout, Cloaca Maxima, qui apparaît en bleu ici sur votre plan. Voilà, donc Rome devient une véritable cité de façon très très progressive au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce sont des rois d'un peuple qu'on appelle le peuple étrusque qui vit en Italie à ce moment-là, qui sont les réels fondateurs de Rome et pas donc Romulus et Rémus. Donc à retenir pour le cours, en fait, les archéologues n'ont trouvé aucune trace de ce mythe. Au 8e siècle, le site de Rome n'est habité que par quelques bergers vivant dans des cabanes. Ce sont les rois du peuple étrusque qui ont fait de Rome une véritable cité 2 siècles plus tard, 6e siècle avant Jésus-Christ, avec sa muraille, ses temples, son égout, ses lieux de loisirs. Des vestiges archéologiques le prouvent. Conclusion, il faut bien distinguer le mythe, la fiction, et l'histoire, la réalité, lorsqu'on étudie les origines de Rome. Et en fait, il faut le faire tout le temps. Faire de l'histoire, c'est travailler un peu comme un enquêteur. C'est découvrir des indices sur le passé
et se demander si ces indices, on peut les croire ou pas. Et essayer de se rapprocher le plus possible de la vérité. Alors maintenant que vous connaissez bien les origines de Rome, que ce soit les origines selon le mythe ou les origines réelles, eh bien on va pouvoir s'intéresser à Rome en elle-même, et pas à n'importe quel moment, au moment où elle est la plus puissante, au IIe siècle après Jésus-Christ. Vous voyez sur cette carte que Rome à ce moment-là n'est plus une simple cité, c'est la capitale d'un immense empire qui s'étend tout autour du bassin méditerranéen, de la Gaule qui serait la France aujourd'hui jusqu'à l'Égypte, de l'Espagne à ce qui serait aujourd'hui l'Irak. Donc on a vraiment un espace gigantesque. Et donc, vous allez avoir une petite étude de documents à faire pour comprendre comment la petite cité de Rome est-elle devenue un aussi grand empire. Voilà, je vous laisse faire d'abord le petit quiz de connaissances pour voir si c'est compris sur les origines de Rome, et ensuite une analyse de documents pour comprendre comment la petite cité de Rome est devenue un immense empire à partir d'un cas très précis, le cas de la conquête de la Gaule. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et comme toujours, n'hésitez pas à me poser des questions si quelque chose n'est pas clair, est trop rapide ou autre. Bonne semaine, au revoir!